Une pauvre mère célibataire a demandé une voiture à un inconnu sur une route déserte, sans savoir que cet homme était un PDG millionnaire. Sa vie a changé pour toujours. Élodie Laurent vivait dans un petit village tranquille à une trentaine de kilomètres de Limoges, niché entre des collines verdoyantes et des chemins de terre battus. À 32 ans, elle partageait ses journées entre son travail de jour comme aide-soignante auprès des personnes âgées et des petits services dans une boulangerie locale en fin de soirée. Depuis la mort brutale de son mari dans un accident de voiture 3 ans plus tôt, elle élevait seule sa fille Manon, âgée de 6 ans. La vie s'était durcie, et chaque fin de mois était un casse-tête douloureux. Malgré les difficultés, Élodie gardait une force tranquille, une détermination douce mais inébranlable. Son visage, encadré par des cheveux châtains souvent attachés à la va-vite, exprimait plus souvent la fatigue que la joie, mais dans ses yeux bruns brillait une lumière que même les plus longues journées n'avaient jamais réussi à éteindre. Manon était toute sa vie, son moteur, sa raison d'avancer. Elles habitaient une petite maison en pierre, léguée par les parents d'Élodie, modeste mais chaleureuse, où chaque objet racontait une histoire d'amour, de perte et de résilience. Ce dimanche-là, Élodie avait pris la vieille Renault de son mari, une voiture qui menaçait de rendre l'âme à chaque virage, pour rendre visite à sa mère malade, hospitalisée à une vingtaine de kilomètres du village. Elle avait laissé Manon chez la voisine, une femme âgée au cœur immense qui l'aidait dès qu'elle le pouvait. Après une longue visite pleine d'émotions, Élodie avait repris la route au crépuscule, le cœur serré, l'esprit ailleurs. La lumière dorée du soir baignait la campagne d'une douceur presque irréelle. Mais à mi-chemin, sur une portion isolée et sinueuse de la route départementale, le moteur de la Renault toussa une dernière fois avant de s'éteindre complètement. Élodie essaya de redémarrer plusieurs fois, mais rien n'y fit. Elle sortit de la voiture, leva le capot, inspecta les câbles, mais ses connaissances mécaniques se limitaient à l'essentiel. La voiture était morte, et le silence environnant ne promettait pas une aide rapide. Pire encore, son téléphone affichait une batterie vide. Elle l'avait utilisé toute l'après-midi sans penser à le recharger. Seule, au bord de cette route peu fréquentée avec la nuit qui s'annonçait et Manon qui l'attendait à la maison, Élodie sentit la panique monter. Elle s'assit sur le siège conducteur, serra le volant, ferma les yeux et respira profondément. Il fallait qu'elle garde la tête froide. Au bout d'une quinzaine de minutes, alors que le soleil se couchait derrière les champs, elle aperçut au loin des phares qui s'approchaient lentement. Une voiture noire, longue et brillante, s'avançait sans hâte, comme sortie d'un film. Elle hésita. Devait-elle lever la main, demander de l'aide à un inconnu, ici, en pleine campagne? Mais l'image de Manon, seule dans une maison endormie, eut raison de ses doutes. Elle se leva, fit un pas vers la route et leva timidement la main. La voiture ralentit, puis s'arrêta juste devant elle. La vitre côté conducteur descendit silencieusement, révélant un homme en costume sombre, les cheveux bien coiffés, le regard calme mais réservé. Il la fixa un instant avant de parler, d'une voix posée, presque distante. « Vous avez besoin d'aide ?» Élodie déglutit, puis hocha la tête. « Ma voiture est tombée en panne et je n'ai plus de batterie. Je dois rentrer chez moi, ma fille m'attend. » L'homme observa brièvement la voiture, puis revint vers elle. « Montez, je vous dépose au village le plus proche. » Elle hésita encore une seconde, ses instincts de mère prenant le dessus sur la prudence. Mais elle n'avait pas d'autre choix. Elle ouvrit la portière, s'installa sur le siège passager, et la voiture repartit doucement, glissant comme une ombre dans la nuit tombante. Elle ne pouvait pas savoir à cet instant précis que cette décision allait bouleverser à jamais le cours de sa vie. La voiture avançait dans un silence feutré, rompu seulement par le doux ronronnement du moteur. L'habitacle était d'un luxe qu'Élodie n'avait jamais connu. Sièges en cuir noir, tableaux de bord en bois verni, une odeur discrète de cuir neuf mêlée à une fragrance masculine élégante. Elle se tenait droite, les mains posées sur ses genoux, l'esprit tiraillé entre la reconnaissance et la nervosité. Le conducteur, concentré sur la route, jetait parfois des regards furtifs dans sa direction, comme s'il mesurait chaque parole à venir. « Je m'appelle Bastien », dit-il soudain, rompant le silence. « Et vous ?»« Élodie Laurent. Merci encore pour la voiture, c'est vraiment gentil. Il n'y a pas de quoi. Ce n'est pas tous les jours qu'on croise quelqu'un sur une route aussi isolée. » Elle esquissa un sourire timide, mais l'inconfort persistait.
Elle se sentit immédiatement mal à l'aise d'être montée dans la voiture d'un parfait inconnu. Pourtant, il ne montrait aucun signe d'agressivité. Au contraire, il semblait presque distant, absorbé par autre chose. Il portait une montre discrète, mais manifestement coûteuse, et ses gestes étaient mesurés, précis, comme s'il avait été formé à la retenue. Ils roulèrent encore quelques minutes sans dire un mot, traversant des bois clairsemés et des champs endormis. Puis, sans prévenir, le tableau de bord émit un bip doux et une voix synthétique annonça un appel entrant. Bastien appuya sur un bouton intégré au volant et la voix de l'interlocuteur résonna dans l'habitacle. « Bastien, on a un souci avec les actionnaires américains. Ils veulent revoir les clauses de la fusion avant la signature de mercredi. »« Encore ?» soupira Bastien. « On a déjà validé les termes. Si on recule encore, ils vont exiger des garanties supplémentaires. Dis-leur que je suis prêt à renégocier, mais pas à tout brader. » Élodie cligna des yeux prise au dépourvu. Une fusion? Des actionnaires? Elle jeta un coup d'œil discret vers lui. Le calme apparent du conducteur contrastait maintenant avec le poids de ses mots. Ce n'était pas un homme ordinaire, encore moins un touriste égaré. Elle sentit une gêne soudaine l'envahir, comme si elle s'était immiscée dans un monde qui n'était pas le sien. « Et le conseil d'administration ?» demanda la voix. « Je m'en charge demain matin. Priorité à la cohérence du projet. Ils veulent jouer aux puissants, très bien. Mais je n'ai pas l'intention de laisser tomber cette fusion, pas après 6 mois de travail. » Il coupa l'appel sans un mot de plus, comme si la conversation n'avait été qu'un interlude nécessaire. Il ne tourna même pas la tête vers Élodie, mais son regard fixé sur la route semblait plus dur, plus concentré. Un homme habitué à diriger, à trancher, à être écouté. « Désolé pour ça, dit-il simplement. » Elle ne sut quoi répondre. Elle détourna les yeux mal à l'aise comme si elle venait d'assister à quelque chose de trop privé pour elle. Bastien, percevant son trouble, glissa un bref regard vers elle. « Je suppose que ce n'est pas tous les jours qu'un inconnu parle de millions d'euros pendant une balade nocturne, » ajouta-t-il avec une pointe d'ironie. Elle eut un rire nerveux, surpris par son ton plus léger. « Non, enfin, pas dans mon quotidien, non. » Il hocha doucement la tête, un mince sourire se dessinant sur ses lèvres. « Vous habitez le village de Saint-Ferdinand, n'est-ce pas ?»« Oui, juste après la petite école. Une maison en pierre, un peu ancienne. Je connais l'endroit. Je suis passé par là il y a quelques mois pour une réunion avec le maire. »« Une réunion ? Vous travaillez dans quoi exactement ?» Il hésita une seconde, puis répondit simplement « Je dirige une entreprise de technologie. Rien de très passionnant. » Elle n'insista pas, tout en lui indiquait qu'il en avait assez dit. La voiture approchait maintenant du village. Les premiers lampadaires diffusaient une lumière jaune tremblante sur les murs de pierre. L'ambiance changea subtilement. Élodie se sentait comme une étrangère dans sa propre vie, déposée au seuil d'un quotidien qu'elle s'était résignée à porter seule. La voiture s'arrêta devant sa maison. Bastien ne coupa pas le moteur, mais se tourna légèrement vers elle. « Vous avez une fille, c'est ça ?»« Oui, Manon, elle a 6 ans. Elle a de la chance de vous avoir. On voit rarement des gens aussi sincères. » Cette phrase, inattendue, résonna plus fort qu'elle ne l'aurait cru. Il la fixait avec une intensité calme, sans attente ni jugement. Juste une constatation. Elle ne sut quoi répondre. Alors elle hocha la tête doucement, murmurant un simple « Merci. Prenez soin de vous, Élodie. » Elle descendit de la voiture, encore troublée. Alors que la portière se refermait, elle jeta un dernier regard vers lui. Il avait déjà remis les yeux sur la route. Un instant plus tard, la voiture disparut dans la nuit. Mais cette rencontre, elle le sentait, n'était que le début de quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore. Le lendemain matin, Élodie se réveilla plus fatiguée que la veille. La nuit avait été agitée, ponctuée de pensées tournoyantes autour de cet homme élégant apparu comme un mirage au bord de la route, Bastien. Même son nom semblait venir d'un autre monde. Elle avait tenté de tout rationaliser. Ce n'était qu'une coïncidence, un geste de bonté, rien de plus. Mais les mots qu'il avait prononcés, la tension perceptible dans sa voix lorsqu'il parlait de milliards, et surtout cette phrase finale, « On voit rarement des gens aussi sincères », restaient suspendus en elle comme une énigme. Elle prépara le petit déjeuner pour Manon, qui descendit de sa chambre en traînant les pieds, encore engourdie de sommeil. Son sourire, dès qu'elle aperçut sa mère, suffit à effacer temporairement les doutes d'Élodie. Après l'avoir déposée à l'école, elle se rendit à la maison de retraite,
prête à entamer une nouvelle journée de travail. Le quotidien reprenait ses droits, implacable, terre à terre. Mais dans l'après-midi, alors qu'elle aidait une résidente à s'habiller pour une promenade dans le jardin, son esprit fut interrompu par une conversation anodine entre deux collègues à la machine à café. « Tu as vu l'article dans les Échos ce matin ?» demanda l'une. « Celui sur Morel Technologies ?»« Oui, apparemment la fusion avec le groupe américain est sur le point d'échouer. » Un scandale. Élodie se figea. « Bastien Morel ?» demanda-t-elle, la voix à peine audible. « Oui, lui-même. Tu sais, le PDG, le type super secret. Il paraît qu'il évite les médias depuis des années. Un vrai génie de la tech, mais inaccessible. » Le cœur d'Élodie manqua un battement. Bastien Morel. Elle l'avait entendu prononcer ce prénom dans la voiture, mais elle n'avait pas imaginé qu'il pouvait s'agir du Bastien Morel, celui dont les journaux parlaient. Elle retourna dans la chambre de la résidente, le visage en feu, les mains moites. Comment avait-elle pu ne pas reconnaître un homme aussi important? Peut-être parce qu'elle n'avait jamais vu sa photo. Il fuyait les projecteurs, semblait-il. À la fin de son service, de retour chez elle, elle alluma l'ordinateur portable qu'elle utilisait rarement et chercha son nom. Les résultats s'affichèrent en cascade. Des articles économiques, des analyses de marché, des photos floues prises de loin lors de conférences. C'était lui. Le même regard concentré, la mâchoire tendue, le porte-altier. Un homme que le monde suivait de loin mais que peu connaissaient vraiment. Elle se sentit envahie par un mélange de gêne, de curiosité et d'incompréhension. Pourquoi un homme comme lui aurait-il pris le temps de l'écouter, elle, une mère célibataire sans ressources, sur une route perdue? Était-ce seulement de la gentillesse? Un caprice d'homme riche en quête de sensations humaines? Elle s'en voulait presque de ne pas l'avoir reconnu. Et pourtant, c'était précisément cette ignorance qui l'avait peut-être poussée à parler avec lui sans filtre, sans jeu, sans masque. Elle repensa à leur échange, à la sincérité de ses réponses, à la manière dont il l'avait regardée, non comme une assistée, mais comme une égale. Plus tard ce soir-là, alors qu'elle mettait Manon au lit, cette dernière demanda innocemment « Maman, pourquoi tu souris comme ça toute seule ?» Élodie sursauta, surprise de se voir trahie par son propre visage. « Je repensais à quelque chose de drôle, chérie. Mais ce n'était pas drôle. C'était étrange, déstabilisant, presque irréel. » Elle s'assit dans la cuisine avec une tisane tiède, les mains autour de la tasse, et tenta de tout remettre à sa place. Ce n'était qu'une rencontre passagère. Elle ne le reverrait sans doute jamais. Bastien Morel avait sa vie, ses projets, ses milliards. Elle avait la sienne, faite de factures, de lessives et de trajets d'eau scolaire. Deux mondes, deux réalités. Et pourtant, pourquoi cette sensation de fil invisible tendu entre eux refusait-elle de se briser? Le lendemain, à l'aube, alors qu'elle balayait les feuilles tombées devant sa porte, un véhicule sombre s'arrêta discrètement devant sa maison. Un chauffeur en costume descendit, lui tendant une enveloppe épaisse sans un mot. Elle la prit, le cœur battant, et regarda la voiture repartir aussi silencieusement qu'elle était venue. À l'intérieur de l'enveloppe, une invitation formelle imprimée sur un papier, d'une qualité rare. Un dîner à Paris, une date, une adresse et une lettre manuscrite. Peu de mots, mais des mots qui bouleversèrent tout. Vous m'avez rappelé ce que signifie parler vrai. J'aimerais poursuivre cette conversation. Bastien. Seulement alors, Élodie comprit que ce qu'elle croyait être une parenthèse dans sa vie n'était peut-être que le premier chapitre. Pendant toute la journée, Élodie relut la lettre au moins une douzaine de fois. Les mots simples de Bastien résonnaient avec une intensité étrange. Il n'y avait aucune trace de pitié, aucune allusion à la différence de leur monde. Juste un ton direct, sincère, presque intime. Et cette invitation à un dîner à Paris, accompagnée d'un transport déjà prévu pour elle. L'adresse mentionnée sur le carton était un restaurant situé dans le 8e arrondissement, à 2 pas de l'avenue Montaigne. Élodie n'y avait jamais mis les pieds. Paris, pour elle, était un souvenir lointain de voyages scolaires et de rêves adolescents. Aujourd'hui, ce nom évoquait davantage le bruit des métros que les promesses de glamour. Pourtant, en regardant de nouveau l'enveloppe, elle sentit quelque chose de plus profond, un appel à franchir une ligne invisible. Elle hésita longuement. Devait-elle accepter? Que dirait-on dans le village si on apprenait qu'elle avait dîné avec un homme aussi influent? Et si tout cela n'était qu'un jeu pour lui? Un caprice d'homme habitué à obtenir ce qu'il veut?
Mais il y avait aussi cette autre possibilité, plus douce, plus dangereuse, que Bastien ait réellement vu en elle quelque chose de rare. Après une nuit sans sommeil, elle demanda à sa voisine si elle pouvait garder Manon un soir de plus. La vieille dame accepta avec un sourire entendu. Élodie savait qu'elle ne pouvait plus reculer. Elle ressortit une robe noire simple mais élégante qu'elle n'avait pas portée depuis l'enterrement de son mari. Elle se maquilla légèrement, rassembla ses cheveux en un chignon flou, et à 17 heures, un chauffeur l'attendait devant sa porte. Le trajet vers Paris sembla irréel. Les paysages familiers cédèrent place aux lumières de la ville, aux avenues animées, aux vitrines illuminées. Lorsqu'elle descendit devant le restaurant, elle eut un instant d'hésitation. L'endroit était sobre, raffiné, sans enseigne apparente. Une hôtesse à l'accueil, prévenue de son arrivée, l'introduisit aussitôt vers une table discrète au fond de la salle. Bastien était déjà là. Il se leva à son approche, vêtu d'un costume anthracite, sans cravate, les manches légèrement retroussées. Son regard s'adoucit en la voyant, et il lui tendit la main, presque timidement. « Merci d'être venue, Élodie. Je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre. Moi non plus. » Ils s'assirent. Le serveur s'approcha, mais Bastien fit un signe discret. Pas de menu, pas de recommandation. Tout avait déjà été prévu. Le repas débuta par un potage doux aux fenouilles, suivi de poissons délicatement préparés. Pourtant, ce n'était pas la nourriture qui captivait Élodie, mais la manière dont Bastien la regardait. Pas comme un homme habitué à dominer la conversation, mais comme un homme qui voulait écouter. « Comment allez-vous » demanda-t-il, posant ses couverts. Fatiguée, confuse, curieuse aussi. Il hocha la tête, comprenant chaque mot. « Vous savez, je passe mes journées entouré de gens qui mesurent chaque mot. Quand je vous ai rencontré sur cette route, vous étiez simplement vrai. » Elle baissa les yeux, légèrement troublée. « Je ne suis pas sûre de ce que vous attendez de moi. Rien. Absolument rien. Juste continuer cette conversation et peut-être vous proposer quelque chose. » Elle le fixa sur la défensive. Quel genre de proposition? Professionnelle. Il s'appuya contre le dossier, croisa les bras. Ma société est en train de développer un projet social, quelque chose d'utile, pas une campagne de communication, un réseau de centres de soutien pour mères isolées, dans les petites villes et les villages. Et j'ai besoin de quelqu'un comme vous. Elle resta figée. Quelqu'un comme moi? Je ne suis pas diplômée, je ne connais rien à vos projets. Justement. Vous savez ce que c'est que de vivre avec peu, de se battre tous les jours. Vous comprenez ce que vivent ces femmes. C'est cette réalité que je cherche, pas une expertise en PowerPoint. Élodie sentit sa gorge se nouer. Une partie d'elle voulait refuser, se protéger. Mais une autre, plus vive, frémissait à l'idée d'être utile autrement. « Pourquoi moi ?» insista-t-elle. Il pencha la tête, puis dit doucement « Parce que vous avez cette force tranquille, qu'on ne peut pas enseigner. Et parce que depuis que je vous ai rencontré, je me demande si ce projet ne serait pas enfin sincère. » Le silence s'installa entre eux. Un silence plein de promesses, de doutes, d'élan contenu. Puis Bastien reprit, plus léger. « Accompagnez-moi dans cette idée. Rien ne vous y oblige, mais je pense que vous pourriez en être la clé. » Élodie n'eut pas de réponse immédiate, mais ce qu'elle ressentit alors, c'était un début. Un vertige doux, comme au bord d'un plongeon. Peut-être qu'elle allait dire oui. Lorsque le serveur apporta le dessert, une mousse légère au chocolat noir et éclat de noisettes, Bastien se détendit visiblement. Il posa sa fourchette, croisa les mains devant lui et pencha légèrement la tête, observant Élodie d'un regard nouveau. Il n'était plus l'homme d'affaires distant qu'elle avait perçu dans la voiture. Il semblait vouloir déposer son armure. « J'aimerais vous poser une question, Élodie. Une vraie, pas une question d'entretien. » Elle acquiesça intriguée. « Si vous aviez eu la possibilité, quand tout a basculé dans votre vie, de recommencer à zéro, auriez-vous pris ce risque ?» La question la frappa de plein fouet. Elle pensa immédiatement à l'accident, à la perte de son mari, aux nuits blanches à pleurer en silence, à cacher ses larmes à Manon. Elle se redressa lentement, ses doigts jouant avec la serviette sur ses genoux. « Je crois que non, pas pour tout recommencer. Ce que j'ai vécu, aussi dur que cela ait été, a fait de moi la personne que je suis. Mais parfois je rêve juste d'un peu de souffle, pas un nouveau départ, juste une respiration. » Bastien la fixa longuement, sans rien dire, puis il se pencha légèrement en avant. « C'est exactement ce que je ressens, moi aussi. » Ces mots, prononcés avec une simplicité désarmante,
le rendait soudainement humain. Il ne parlait plus en chef d'entreprise, mais en homme qui portait un fardeau invisible. Élodie sentit le sol vaciller légèrement sous ses pieds. « Vous aussi », répéta-t-elle presque étonnée. « On croit que diriger une entreprise comme la mienne, c'est avoir le contrôle. Mais la vérité, c'est qu'on devient prisonnier. De l'image, des résultats, des attentes. Et puis un jour, on se rend compte qu'on a oublié ce que c'est que d'avoir une vraie conversation. Une où l'on n'attend rien en retour. » Il esquissa un sourire presque mélancolique. « Vous m'avez rappelé ça. C'est rare. Précieux. » Élodie ne savait plus si elle était encore dans un dîner formel ou dans une rencontre suspendue dans le temps. Ce qu'elle voyait face à elle, ce n'était plus le PDG d'une entreprise milliardaire, mais un homme en quête de sens. Et cette quête résonnait étrangement avec la sienne. Ils parlèrent longtemps après le repas, comme deux vieilles âmes qui se reconnaissent, de leurs enfances, de leurs déceptions, de ce qu'ils avaient perdu et de ce qu'ils rêvaient de reconstruire. Bastien lui raconta qu'il avait grandi dans un quartier ouvrier à Lyon, élevé par une mère infirmière, que son ascension avait été rapide, brutale, et qu'il n'avait jamais su s'arrêter pour respirer. « Et vous, vos journées, elles ressemblent à quoi ?» demanda-t-il. Élodie rit doucement. « Réveil à 6 heures, tartine, école, travail, courses, devoirs, lessive, histoire du soir, puis je m'endors souvent sur le canapé. Vous êtes une héroïne du quotidien, murmura-t-il. Elle rougit, secoua la tête. Non, juste une mère qui fait de son mieux. Il la regarda longuement. Puis, au moment où elle pensait que la soirée touchait à sa fin, Bastien sortit de sa poche une petite clé USB. Ce que je vais vous proposer n'est pas ordinaire, et je comprendrai un refus, mais je veux que vous regardiez ce qu'il y a là-dedans. C'est le plan du projet dont je vous ai parlé. Le centre pour mères isolées. J'ai déjà le financement. Ce qui me manque, c'est l'âme. Et je crois que vous pouvez lui donner ça. Il lui tendit la clé. Élodie la prit, les doigts légèrement tremblants. Je ne vous demande pas une réponse ce soir. Prenez votre temps. Mais si vous acceptez, je vous veux à mes côtés dès la semaine prochaine, à la direction opérationnelle du premier centre pilote près de Limoges. Le silence s'installa de nouveau. Mais ce n'était pas un silence de gêne, c'était celui qui précède une décision. Plus tard, dans la voiture qui la ramenait chez elle, Élodie regarda la clé dans sa main comme si elle tenait une nouvelle version d'elle-même. Bastien Morel lui avait tendu plus qu'une proposition. Il lui avait tendu un avenir. Le lendemain matin, Élodie se leva avec l'impression étrange d'avoir rêvé. Le dîner, les mots de Bastien, cette clé USB, tout semblait irréel. Et pourtant, la clé était là, sur la table de la cuisine, témoin concret d'un moment qui risquait de transformer le cours de sa vie. Elle attendit que Manon soit partie à l'école pour s'installer devant son vieux ordinateur, brancher la clé et découvrir ce que contenait réellement le projet. Un dossier unique nommé Naya, Centre de soutien pour mères isolées. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, des documents organisés, des plans détaillés, des études de terrain, des profils de femmes en difficulté, et surtout une lettre de Bastien, manuscrite, scannée, datée de 2 semaines plus tôt. Il y expliquait pourquoi ce projet était né. Il parlait de sa propre mère, abandonnée avec 2 enfants, de l'humiliation des files d'attente pour les aides sociales, de la honte que personne n'avait vue. Il écrivait qu'il voulait réparer, à sa manière, un oubli collectif. Élodie fut profondément touchée. Ce n'était pas une façade de communication ou une initiative de charité guidée par le marketing. C'était un acte de rédemption, personnel, presque intime. Elle passa la matinée à lire, relire, à prendre des notes. Les détails pratiques, elle pouvait les apprendre. Mais ce qui la saisissait, c'était la portée humaine du projet. Dans l'après-midi, elle téléphona à Bastien. Sa voix, au bout du fil, était plus calme que jamais. « Vous avez eu le temps de regarder ?»« Oui, et je crois que je n'ai jamais lu quelque chose d'aussi juste. » « Est-ce un oui ?» Elle respira profondément, regarda par la fenêtre la lumière grise de l'automne sur les champs. « Oui, c'est un oui. » 1 heure plus tard, elle recevait un contrat de collaboration temporaire avec formation et accompagnement. Elle n'avait jamais vu de chiffre aussi élevé à côté de son nom. Le salaire mensuel proposé lui permettrait non seulement de sortir de ses dettes, mais aussi d'offrir à Manon une stabilité qu'elle n'osait même plus espérer. Les jours suivants furent intenses. Bastien l'introduisit à une petite équipe sélectionnée avec soin composée de sociologues, d'assistantes sociales et de coordinateurs de terrain.
Élodie fut accueillie avec chaleur, mais aussi une certaine curiosité. Qui était cette femme, sans diplôme prestigieux, à qui le grand Bastien Morel accordait autant de confiance? Mais Élodie se fit vite respecter. Elle parlait avec une honnêteté désarmante, refusait les faux semblants et posait les bonnes questions, celles qu'on ne trouve dans aucun manuel. Elle avait l'expérience brute, celle qui ne s'apprend pas mais qui se vit. En moins d'une semaine, elle était au cœur du projet pilote, à Limoges. Ce fut alors qu'un appel inattendu fit vaciller l'équilibre fragile qu'elle commençait à construire. Une voix du passé, lourde de colère et de rancune. « Élodie, c'est moi, Luc. On doit parler. » Luc, le frère de son mari décédé. Il ne s'était pas parlé depuis plus de 2 ans. Depuis une dispute amère sur l'héritage, les souvenirs, les blessures mal refermées. Il avait toujours eu du mal à accepter la manière dont elle avait continué à vivre après l'accident. Comme si sa résilience était une trahison. « Tu crois que je ne sais pas ?» poursuivit-il. « Tu bosses maintenant pour un milliardaire. Tu passes dans les journaux et tu utilises le nom de mon frère comme si tout était dû. » Élodie sentit sa gorge se serrer. Elle n'avait jamais cherché à se mettre en avant. Tout ce qu'elle faisait, elle le faisait pour Manon, pour offrir une vie meilleure à leur fille. Mais Luc semblait bien décidé à salir cette ascension. « Je t'interdis de profiter du nom de la famille Laurent pour grimper. J'en ai parlé à des journalistes de la région. Ils veulent des interviews. Tu verras. » Elle tenta de raisonner, de calmer, mais rien n'y fit. Luc voulait sa chute, et il semblait prêt à tout pour y arriver. Le soir même, Bastien la convoqua dans un petit bureau discret, loin des autres membres de l'équipe. Il lui montra son téléphone, où s'affichaient des articles en ligne de journaux locaux. Certains parlaient d'elle comme d'une arriviste. D'autres insinuaient qu'elle avait séduit Bastien pour gravir les échelons. Elle se sentit nue, trahie, piégée par une exposition qu'elle n'avait jamais cherchée. « On va devoir faire une pause, » dit Bastien calmement. « La direction pense que le timing n'est pas bon. Trop de pression médiatique. » Elle le regarda, désemparée. « Vous me retirez du projet ? Je suspends. Pas toi. Le projet. Pour éviter qu'il ne soit sali avant même de naître. » Ce fut pire encore. Élodie se sentit rejetée. Injustement, tout s'écroulait. Les jours suivants furent les plus sombres qu'Élodie avait connus depuis la mort de son mari. Le projet Naya, dans lequel elle avait commencé à croire de toutes ses forces, venait d'être suspendu. Non pas à cause d'une erreur de sa part, mais à cause de l'ombre d'un passé qu'elle croyait enterré. Luc, son beau-frère, avait réveillé des blessures anciennes avec une violence imprévisible. Les articles proliféraient. Certains la montraient en photo, à la sortie d'une réunion à Limoges. D'autres relataient des témoignages anonymes, mettant en doute sa légitimité. Le plus virulent d'entre eux insinuait qu'elle utilisait la mémoire de son mari décédé pour provoquer la pitié et gravir les échelons sociaux, grâce à une relation ambiguë avec Bastien Morel. Élodie se sentait salie. Elle ne reconnaissait plus son nom dans ces mots vénéneux. Pire, elle sentait le regard de certains voisins changer. Les sourires s'éteignaient à son passage, remplacés par une curiosité teintée de jugement. La boulangère du village, d'ordinaire si chaleureuse, évita même de la regarder dans les yeux lorsqu'elle lui rendit la monnaie. Luc, de son côté, semblait jubilé. Il publiait des messages pleins d'amertume sur les réseaux sociaux, affirmant défendre la mémoire de son frère et dénoncer une imposture morale. Élodie essaya de l'appeler, d'apaiser le feu, mais il refusa tout dialogue. Son ressentiment était trop profond, trop ancien. Manon, heureusement, ne comprenait pas encore l'ampleur de la tempête. Elle sentait que quelque chose n'allait pas, mais continuait de sourire, de demander des histoires le soir, de dessiner des fleurs et des maisons en carton. C'était elle, paradoxalement, qui tenait sa mère debout. Un matin, Élodie trouva sur son palier une enveloppe anonyme, sans timbre. À l'intérieur, une photo en noir et blanc d'elle avec son mari, prise quelques semaines avant l'accident. Au dos, une seule phrase, écrite au feutre, « Tu n'es pas digne de lui ». Le message glaça Élodie jusqu'aux os. Elle comprit que cette guerre ne se jouait plus seulement dans les médias. Quelqu'un voulait la briser. Elle appela Bastien. « Je ne peux plus continuer », dit-elle d'une voix cassée. « Je ne veux pas que vous perdiez votre crédibilité à cause de moi. Tu n'as rien fait de mal, Élodie. Rien. Ça n'a pas d'importance. Les gens ont décidé que j'étais une menteuse, une opportuniste. » Il garda le silence un instant, puis ajouta calmement « Je n'ai pas suspendu le projet pour me protéger. Je l'ai fait pour le protéger, lui,
pour qu'il ne soit pas déformé. Mais je ne t'abandonnerai pas. Ce n'est pas à vous de porter ça, Bastien. Ce n'est pas votre histoire. Ce projet est né parce que je crois en toi. Et je ne crois pas aux histoires parfaites. Je crois aux cicatrices. » Ces mots la touchèrent. Mais la réalité pesait trop lourd. Elle déclina les appels suivants, resta enfermée chez elle plusieurs jours, sortant seulement pour déposer Manon à l'école. Elle recommença à cuisiner des repas simples, à remettre la main à la pâte, comme pour se souvenir d'une vie antérieure. Elle alla même jusqu'à demander si elle pouvait reprendre quelques heures à la maison de retraite. La directrice, bienveillante, accepta. Son monde avait rétréci à nouveau, comme si les semaines précédentes n'avaient été qu'un rêve trop audacieux. Elle se sentait honteuse, non pas de ce qu'elle avait fait, mais de ce qu'elle avait osé espérer. Bastien ne la contacta plus. Il respectait son silence, ou peut-être avait-il fini par se résigner. Et puis un soir, alors qu'elle pliait du linge dans la cuisine, Manon vint vers elle avec un papier froissé à la main. « J'ai fait un dessin pour le monsieur de la voiture. » Élodie le prit, curieuse. Le papier contenait un dessin maladroit. Une maison avec un jardin, une femme avec une robe bleue, un homme en cravate et une petite fille qui tenait leurs mains. En bas, en lettres tremblantes, Manon avait écrit « Merci d'avoir fait sourire ma maman ». Élodie sentit les larmes monter. Ce n'était qu'un dessin d'enfant, mais c'était aussi une vérité qu'aucun article, aucune rumeur ne pourrait effacer. Elle s'assit, prit un stylo et commença à écrire. Pas une justification, pas une défense, mais une lettre, humaine, franche, à Bastien. Elle y raconta son histoire, ses peurs, ses failles, sa honte et sa colère, mais aussi sa reconnaissance. Elle n'essaya pas de convaincre, elle dit seulement la vérité, une fois encore. Elle mit la lettre dans une enveloppe, y glissa le dessin de Manon et la déposa dans une boîte aux lettres au petit matin. Elle n'attendait rien. Elle voulait seulement que quelqu'un, quelque part, sache ce que tout cela avait vraiment représenté. La lettre envoyée à Bastien resta sans réponse pendant plusieurs jours. Élodie ne s'en étonna pas. Elle ne l'avait pas écrite pour obtenir quoi que ce soit, mais pour soulager le poids qu'elle portait seule. Depuis l'envoi, elle sentait un étrange apaisement. Elle avait dit ce qu'elle avait à dire. Elle n'était ni une arriviste ni une manipulatrice. Elle était juste une femme qui avait cru, pendant un instant, qu'elle pouvait contribuer à quelque chose de plus grand qu'elle. La vie avait repris son rythme lent. Elle retournait à la maison de retraite quelques heures par semaine, remettait de l'ordre dans la maison, aidait Manon avec ses devoirs. Le village, toujours prompt à juger, semblait avoir tourné la page. Les regards étaient moins insistants, les murmures s'estompaient. Mais au fond d'elle, Élodie savait qu'une partie de ce qu'elle avait découvert, en elle-même, surtout, ne se refermerait jamais. Un soir, alors qu'elle rangeait les dernières assiettes dans le placard, elle entendit un bruit de moteur devant sa maison. Elle jeta un œil par la fenêtre, le cœur battant, sans trop savoir pourquoi. Une voiture noire venait de s'arrêter. Le même modèle que celui dans lequel elle était montée ce jour-là, sur la route déserte. Elle ouvrit la porte avant même que l'on ne frappe. Bastien était là. Il portait un manteau sombre, son visage marqué par la fatigue, mais ses yeux étaient les mêmes, attentifs, profonds, sans masque. « Tu peux me consacrer quelques minutes ?» demanda-t-il. Elle s'effaça pour le laisser entrer. Ils s'assirent dans la petite cuisine, comme deux amis se retrouvant après un long silence. Il posa une enveloppe sur la table, puis la regarda en silence, comme s'il cherchait ses mots. « J'ai lu ta lettre. 3 fois, et le dessin de Manon est dans mon portefeuille. » Élodie sentit une chaleur familière envahir sa poitrine. Elle ne répondit pas tout de suite. Bastien continua. Le conseil d'administration voulait enterrer le projet. Trop risqué, trop exposé, trop fragile, mais ce n'est pas la vérité, ce n'est pas ta vérité. Alors j'ai pris une décision. Il poussa l'enveloppe vers elle. Ce sont les nouveaux documents du projet Naya. Il reprendra. Mais cette fois, je le finance moi-même, en dehors du cadre de la société. Élodie ouvrit l'enveloppe tremblante. Elle y trouva un plan restructuré, un budget personnel signé de la main de Bastien, une fondation privée nouvellement créée à son nom et une nouvelle proposition de contrat. Il n'y avait plus de contraintes de comité, plus de regards extérieurs à convaincre. Juste eux deux, et l'idée originelle. Tu es sérieuse, Élodie. Honnête, forte. J'ai plus confiance en toi qu'en n'importe lequel de mes directeurs. Et ce projet ne mérite pas d'être dilué dans les compromis.
Il mérite d'être vrai. Elle le fixa, incapable de parler. Des semaines de doute s'effondraient en une seconde. Il avait non seulement cru en elle, mais il avait décidé de se battre à ses côtés, envers et contre tous. « Pourquoi fais-tu ça » murmura-t-elle. Il baissa les yeux, puis répondit presque à voix basse. « Parce que depuis que je t'ai rencontré, je me rappelle enfin pourquoi j'ai voulu créer quelque chose. Pas pour dominer, pas pour gagner, mais pour changer des vies. Et parce que la tienne m'a déjà changé. » Le silence dans la pièce était chargé d'émotions. Il ne s'agissait plus d'une proposition professionnelle. C'était un acte de confiance totale. Une façon pour Bastien de lui dire « Tu comptes », non comme une idée abstraite, mais comme une réalité concrète, palpable. « Je ne sais pas si je suis prête », souffla-t-elle. « Alors je t'attendrai, mais je ne le ferai avec personne d'autre. » Ce soir-là, Bastien resta à peine une demi-heure. Il repartit sans insister, sans demander de réponse immédiate. Élodie resta seule dans sa cuisine, les documents étalés devant elle, le cœur battant. Elle savait que ce n'était pas une décision à prendre à la légère. Il ne s'agissait plus seulement d'elle. Il s'agissait de toutes les femmes qu'elle pourrait aider, de toutes celles qui, comme elle, avaient cru un jour qu'elles n'avaient pas leur place dans les grandes décisions. Et pour la première fois depuis longtemps, elle envisagea l'idée non seulement d'accepter, mais de diriger. Le lendemain matin, Élodie réveilla Manon avec plus de douceur que d'habitude. Quelque chose avait changé en elle pendant la nuit. Elle n'avait pas encore pris de décision formelle quant au projet Naya, mais elle sentait que le poids du doute s'allégeait. L'idée de refuser n'était plus une évidence. Ce n'était pas encore un oui, mais ce n'était plus un non. Elle accompagna sa fille à l'école, puis rentra chez elle, le cœur tiraillé. Elle s'assit à la table de la cuisine, regarda une nouvelle fois les documents de Bastien et se laissa envahir par un sentiment étrange de calme. Elle comprenait mieux maintenant ce que représentait ce projet. Une seconde chance, pas seulement pour elle, mais pour des dizaines, peut-être des centaines de femmes. Et au centre de tout cela, il y avait une vérité difficile à ignorer, celle de son vécu, de ses cicatrices, de sa force. Ce soir-là, alors qu'elle rangeait les affaires de Manon avant le dîner, elle découvrit un petit cahier d'écolière coincé entre deux piles de livres. Elle le reconnut aussitôt. C'était le carnet où sa fille griffonnait ses pensées, parfois ses petits poèmes maladroits, parfois des lettres jamais envoyées. En l'ouvrant, elle tomba sur une page pliée en deux, soigneusement détachée. La date, écrite en haut à droite, correspondait à la semaine précédente. Élodie lut lentement. « Monsieur Bastien, merci d'avoir aidé ma maman quand sa voiture est tombée en panne. Elle était triste avant, mais après vous avoir vu, elle souriait plus souvent. J'aime quand elle sourit. Je ne sais pas ce que vous lui avez dit, mais je crois que c'était quelque chose de très gentil. Ma maman, elle est très forte. Même quand elle pleure, elle est forte. Je veux qu'elle soit heureuse. Elle mérite ça. Manon. » Élodie sentit ses mains trembler. Les larmes montèrent, silencieuses, brûlantes. Cette lettre n'était pas destinée à être envoyée. C'était une offrande d'enfant, pure, sans filtre. Et pourtant, chaque mot portait plus de poids que tous les articles de presse, que tous les contrats. Manon, dans son innocence, avait vu clair dans ce que même Élodie n'osait nommer, un espoir renaissant. Elle prit une feuille blanche, sortit un stylo et se mit à écrire. Pas une réponse formelle ni une défense. Une lettre simple, directe à Bastien. Je n'ai pas grandi dans un monde où l'on croit au miracle. Je n'ai pas été formé pour diriger quoi que ce soit. J'ai appris à survivre, à serrer les dents, à m'effacer. Quand vous m'avez proposé ce projet, j'ai pensé que vous étiez fou. Puis j'ai cru que c'était une erreur. Ensuite, une épreuve. Mais aujourd'hui, je crois que c'est une possibilité. Je ne suis pas parfaite. J'ai peur. Souvent. Mais je suis prête. Non pas parce que je veux prouver quoi que ce soit, mais parce que je ne veux plus avoir honte d'exister à ma façon. Je ne vous demande rien. Juste de me laisser faire ma part. Élodie. Elle glissa la lettre dans une enveloppe, y ajouta celle de Manon, puis les déposa dans la boîte aux lettres avant que le facteur ne passe. Ce fut un geste presque instinctif, sans calcul. 2 jours passèrent. Élodie n'attendait pas de réponse rapide. Mais le matin du 3e jour, alors qu'elle préparait le petit déjeuner, une notification s'afficha sur son téléphone. Un message de Bastien. « Je viens demain. Il est temps que les bonnes histoires reprennent leur cours. » Et en dessous, une photo du dessin de Manon, soigneusement plastifiée, accrochée sur le mur d'un bureau lumineux. La légende disait simplement « Là où tout a commencé ». Élodie sourit, pour de vrai.
Pas un sourire de politesse, pas un masque social, un sourire profond, ancré. Elle comprit que le choix n'était plus seulement entre rester ou partir. Il s'agissait désormais de construire, avec ses moyens, avec sa vérité. Et elle n'était plus seule. Le lendemain matin, Bastien arriva à Limoges, avant même que le soleil ne soit complètement levé. Il portait un manteau sobre et un sac de cuir à la main. Cette fois, il n'était pas venu en visiteur discret ou en bienfaiteur hésitant. Il était venu comme un homme déterminé à prendre position, à affronter les conséquences d'un choix qu'il n'était plus prêt à remettre en question. Il retrouva Élodie dans une petite salle louée temporairement par l'équipe du projet Naya. Elle l'attendait, nerveuse mais décidée. Lorsqu'elle le vit entrer, elle sentit immédiatement que quelque chose avait changé. Il n'avait plus le regard de celui qui cherchait à convaincre. Il avait celui de quelqu'un qui avait tranché. « Aujourd'hui, dit-il sans détour, je vais affronter le conseil. Et je veux que tu sois là. »« Moi » s'étonna-t-elle. « Tu es sûr ?»« Absolument. Ce projet, c'est toi. Et s'ils ne peuvent pas voir ça, alors ils ne méritent pas de le financer. » Ils prirent le train pour Paris ensemble. Dans le wagon de première classe, Bastien lui montra les documents qu'il avait préparés. Un plan de financement privé intégral du projet Naya, des projections sur 5 ans, une structure juridique indépendante et surtout une clause précisant que la direction opérationnelle serait confiée à Élodie Laurent, avec pleine autorité sur la mise en œuvre. « Tu veux vraiment tout financer toi-même » demanda-t-elle, bouleversée. « C'est déjà fait, et ce ne sera pas une perte. Ce sera un investissement dans quelque chose de vrai. » Arrivés au siège de l'entreprise, ils montèrent au dernier étage, là où les décisions importantes étaient prises. La salle de réunion était remplie, membres du conseil d'administration, juristes, responsables financiers. Tous attendaient Bastien, certains avec impatience, d'autres avec scepticisme. Il entra sans hésiter, Élodie sur ses talons. Les regards se tournèrent aussitôt vers elle. Certains chuchotèrent, d'autres levèrent les sourcils. Elle se tint droite, silencieuse, concentrée. Bastien s'installa en bout de table, posa son sac et ouvrit la réunion. « Mesdames, messieurs, je ne suis pas ici pour obtenir votre approbation. Je suis ici pour vous informer. » Un murmure parcourut la salle. Le projet Naya sera lancé. Il ne dépendra plus des fonds de l'entreprise. J'en assurerai personnellement le financement via une fondation indépendante que je viens de créer. Un des administrateurs, un homme en costume gris, intervint. « Bastien, tu ne peux pas engager ta réputation et ton argent sur un coup de tête. Ce projet est devenu une source de tension médiatique. Tu mets en péril ton image et celle de la société. »« Ce n'est pas un coup de tête, » répliqua-t-il calmement. « C'est le seul projet qui ait du sens depuis des années. Et cette femme ici présente, Élodie Laurent, en est la clé. » Les regards se braquèrent de nouveau sur elle. Bastien poursuivit, imperturbable. « Elle a vécu ce que nous prétendons combattre dans nos campagnes RSE. Elle connaît les obstacles, les humiliations, les choix impossibles que des milliers de mères affrontent chaque jour. Elle n'est pas une consultante. Elle est la vérité que vous refusez de regarder en face. » Un silence pesant suivit ces paroles. Puis, un autre membre du conseil prit la parole, cette fois avec un ton plus conciliant. « Et si cela échoue, si les critiques continuent, alors ce sera mon échec, pas celui de cette entreprise. » Il se leva, concluant son intervention. « Je ne vous demande pas d'y croire, mais moi j'y crois, et je n'attendrai plus que vous me donniez la permission d'être humain. » Il tourna les talons, fit signe à Élodie de le suivre. Ils quittèrent la salle sous les regards mi-interloqués, mi-respectueux. Dans l'ascenseur, Élodie brisa le silence. « Tu viens de renoncer à leur soutien. Tu le sais, n'est-ce pas ?»« Oui, et c'est exactement ce que je voulais faire. Tu vas te mettre tout le conseil à dos. Je dors mieux depuis que j'ai pris cette décision. » Ils quittèrent le bâtiment sans dire un mot de plus. Ce soir-là, les journaux reçurent une copie du discours de Bastien, ainsi que l'annonce officielle du lancement de la fondation Naya, dirigée par Élodie Laurent. En 24 heures, les réseaux sociaux s'enflammèrent. Certains saluaient le courage du PDG, d'autres remettaient en question sa stabilité. Mais la majorité des réactions étaient favorables, et parmi elles, une vague inattendue de témoignages, des femmes de toute la France racontant leur histoire, leur lutte quotidienne, leur solitude. Élodie devint malgré elle un symbole, non d'un miracle, mais d'une possibilité. Les jours qui suivirent la déclaration de Bastien
furent d'une intensité inattendue. Les médias, d'abord prudents, s'emparèrent peu à peu de l'histoire. Ce n'était plus seulement la décision controversée d'un PDG puissant. C'était l'histoire d'une femme, Élodie Laurent, mère célibataire venue d'un village oublié, qui devenait la figure centrale d'un projet social national. Et contrairement à ce que craignait le Conseil, le vent tourna en leur faveur. Le premier article de fond publié dans Le Monde retraça le parcours d'Élodie, depuis la mort de son mari jusqu'à sa rencontre avec Bastien sur cette route déserte. L'article évoquait sans pathos ses 2 emplois, ses nuits sans sommeil, et surtout sa capacité à continuer malgré tout. Il se conclut par une phrase qui fut largement reprise. Elle n'a pas été choisie pour son passé, mais pour la lumière qu'elle a su garder malgré lui. Puis vinrent les plateaux de télévision, les podcasts, les tribunes engagées. Élodie, bien qu'hésitante au départ, accepta de donner une interview filmée, à condition qu'aucune question sur sa vie privée ne soit posée. Elle parla avec simplicité, sans artifice, et cette sincérité conquit les cœurs. Des milliers de femmes commencèrent à écrire à la fondation Naya. Certaines racontaient leur solitude, d'autres demandaient comment aider. Beaucoup voulaient simplement dire merci. Des messages arrivaient d'enseignantes, de travailleuses sociales, de femmes âgées, de jeunes étudiantes. Élodie, bouleversée, passa des heures à tout lire, à classer les courriels, à y répondre autant que possible. Le nom Naya, choisi en référence à une étoile lointaine mais constante, devint un mot chargé de promesses. Bastien, de son côté, observa l'onde de choc avec calme. Il ne cherchait pas à capitaliser sur le succès de la fondation. Il avait même refusé plusieurs interviews, insistant pour que l'attention reste centrée sur le travail accompli. Il venait souvent à Limoges, non plus comme dirigeant, mais comme soutien discret. Un après-midi, alors qu'Élodie animait une réunion avec les premières bénévoles recrutées, une jeune mère leva la main, les larmes aux yeux. « Je croyais qu'on nous avait oubliés, qu'on devait juste survivre en silence. Mais depuis que j'ai lu votre histoire, j'ai recommencé à espérer. » Élodie ne sut quoi répondre. Elle prit simplement la main de la jeune femme, en silence. Ce contact suffit. Dans la même semaine, la presse internationale commença à s'intéresser au phénomène. The Guardian, El País, Corriere della Sera. Tous racontaient l'histoire d'une France rurale qui reprenait la parole à travers une initiative née d'un hasard sur une route de campagne. Et partout, le nom d'Élodie Laurent apparaissait non comme une figure glamour, mais comme une incarnation d'une vérité trop longtemps ignorée. Mais avec cette soudaine exposition, une nouvelle question surgit, pressante. Était-elle prête à porter une telle responsabilité à long terme? Les premières fondations du projet étaient solides, mais tout le monde attendait maintenant la suite. Une structuration nationale, des dizaines de centres à créer, des centaines de personnes à encadrer. Un soir, alors qu'elle rangeait les premiers dossiers d'extension du programme, Bastien entra dans le bureau improvisé de la Fondation. « Tu as vu les chiffres? La Fondation reçoit des dons privés, des subventions, même des propositions d'aide de la part de collectivités. C'est en train de devenir énorme. Je sais. C'est ça qui me fait peur. » Il s'assit en face d'elle, la regardant sans jugement. « Tu n'es pas obligé de tout porter seul. Je ne veux pas que ça devienne une machine. Ce projet est né d'un moment vrai. J'ai peur qu'il perde son âme si on le transforme trop vite. » Il hocha lentement la tête. « Alors il faut le penser autrement. Créer une structure où chaque décision passe par des femmes comme toi. Pas des gestionnaires froids, mais des survivantes, des combattantes. » Elle sourit. C'était exactement ce qu'elle ressentait, sans savoir comment le formuler. Bastien semblait toujours comprendre avant qu'elle ne parle. Mais au fond d'elle, une décision s'annonçait. Le projet prenait une ampleur qu'elle n'avait pas anticipée. Et il fallait maintenant choisir, revenir à sa vie d'avant, plus simple, plus stable, ou accepter de devenir un symbole, une meneuse, et prendre le risque de se perdre un peu dans cette mission immense. Les semaines suivantes, Élodie se trouva au cœur d'un tourbillon. Chaque jour apportait son lot de nouvelles responsabilités, de décisions à prendre, de sollicitations imprévues. Ce qui avait commencé comme un projet modeste devenait peu à peu une structure nationale, avec des ramifications à Paris, Lyon, Marseille, et même dans des villages éloignés où l'on n'avait jamais vu une telle initiative. Bastien l'appela un matin pour lui proposer un poste officiel, directrice exécutive de la Fondation Naya. Un titre prestigieux, accompagné d'un contrat en béton, d'un bureau à Paris, d'un salaire qu'elle n'aurait jamais osé imaginer,
et d'une équipe administrative complète à sa disposition. « Tu n'auras plus à t'inquiéter de rien, lui dit-il. Plus de fatigue, plus de dettes, plus de nuits sans sommeil. » Élodie écoutait en silence. Elle savait que cette proposition n'était pas un piège. C'était sincère. Bastien voulait la récompenser, lui offrir la sécurité qu'elle méritait. Et pourtant, quelque chose en elle résistait. Ce confort promis, elle ne l'avait jamais vraiment cherché. Ce qu'elle avait voulu depuis toujours, c'était rester utile, rester proche de celle qui luttait encore. Elle demanda un délai. Bastien accepta, comprenant qu'elle devait mûrir sa réponse. Le soir même, alors qu'elle rentrait chez elle à pied, elle croisa une femme qu'elle avait aidée à intégrer le programme Naya quelques semaines plus tôt. Elle s'était rencontrée lors d'un atelier à Limoges. La femme, prénommée Claire, avait 2 enfants et sortait d'un divorce violent. Ce soir-là, Claire l'arrêta, les yeux brillants. « J'ai eu mon premier entretien aujourd'hui. Si tu n'avais pas été là, je n'aurais même pas osé le demander. » Ce fut une phrase simple, mais elle confirma ce qu'Élodie ressentait au fond d'elle. Son rôle, ce n'était pas d'être derrière un bureau en haut d'un immeuble parisien, c'était d'être là, sur le terrain. D'entendre ses voix, de partager ses pas, de continuer à vivre avec et non au-dessus. Le lendemain, elle retrouva Bastien à Limoges. Il l'attendait dans une salle de réunion vide, les documents du contrat soigneusement disposés sur la table. « Alors ?» demanda-t-il. « Je ne peux pas accepter ce poste, dit-elle calmement. Il resta silencieux, mais son regard ne la quittait pas. Je ne veux pas me perdre dans les chiffres, dans les conférences, dans les comités. Je veux rester là où tout a commencé, là où les histoires sont encore vivantes. Tu refuses le confort, murmura-t-il. Non, je choisis la mission. Il acquiesça lentement. Il n'avait pas besoin d'en dire plus. Il comprenait. Mais il eut alors une idée. Il lui demanda de monter avec lui en voiture. Elle hésita puis accepta. Ils roulèrent pendant près d'1 heure, en silence. La route, sinueuse, leur était familière. Quand ils s'arrêtèrent enfin, Élodie comprit immédiatement où ils étaient. La même route isolée où leur première rencontre avait eu lieu. Le même virage, les mêmes arbres. Tout était là, inchangé. Bastien sortit du véhicule, se tourna vers elle. « Tu sais pourquoi j'étais sur cette route ce jour-là » Elle le regarda intriguée. « J'allais à un rendez-vous à Limoges, comme je l'ai dit, mais j'avais pris cette route volontairement, pour m'éloigner, pour réfléchir. J'étais à 2 doigts de tout arrêter. J'avais préparé ma lettre de démission. J'étais fatigué de ce monde. Et puis je t'ai vu. » Élodie sentit son cœur se serrer. « Tu étais en train d'abandonner ? J'étais au bord, et tu m'as ramené. » Ils restèrent un moment en silence face à la route. Le vent agitait doucement les feuillages. Le ciel était gris, mais sans menace. Calme. « Ce projet, dit-il, ce n'est pas moi qui l'ai créé. C'est toi. C'est ta façon de parler, ta façon de voir les choses. Ton courage. Moi, je n'ai fait que le rendre possible. » Elle baissa les yeux, émue. « Et maintenant, tu veux que je le fasse grandir ? Oui, à ta façon, avec tes conditions. Alors j'en ai une. » Il la fixa, attentif. « Quelle qu'en soit la taille, Naya ne deviendra jamais une institution froide. On embauchera des femmes qui savent ce que c'est que de vivre sans rien. On écoutera avant de décider. Et on ne fera jamais taire une voix sincère. » Il sourit. « C'est ta condition ? C'est ma promesse. » Il lui tendit la main. « Alors j'accepte. » Elle la serra fermement. Le ciel était chargé de nuages bas, et une fine bruine enveloppait la campagne d'un manteau silencieux. Bastien et Élodie étaient restés encore quelques minutes immobiles sur le bord de cette route déserte, là où tout avait commencé. Le sol humide crissait doucement sous leurs pas. Aucun des deux ne parlait. Tout semblait suspendu, comme si le temps lui-même leur laissait un moment de répit pour comprendre la portée de ce qu'ils venèrent de vivre. C'était ici, à cet exact endroit, qu'Élodie avait levé la main, désespérée, alors que sa voiture rendait l'âme. Elle n'avait rien ce jour-là, sinon sa fatigue et sa détermination. Elle n'attendait rien non plus, sinon un geste de secours. Elle n'aurait jamais imaginé que ce geste la conduirait à une autre vie. « Tu regrettes quelque chose ?» demanda Bastien d'une voix douce. Elle secoua la tête. « Pas une seule seconde. Même les tempêtes ont eu un sens. » Il sourit légèrement. Puis, il ouvrit le coffre de sa voiture et en sortit un petit panneau en bois, finement gravé. Il y était écrit « Ici a commencé Naya, là où une femme a choisi de croire encore. » « Tu as fait ça ?» demanda-t-elle,
la voix nouée. C'est un ami sculpteur. Je voulais marquer l'endroit, discrètement, pour ne jamais oublier. Ils plantèrent le panneau à côté de la route, au pied d'un vieux chêne. Ni trop voyant, ni trop modeste, juste à sa place. Un témoin silencieux d'un moment où deux existences avaient dévié de leur trajectoire habituelle pour créer quelque chose d'unique. En redescendant vers le village, ils firent un détour par la maison d'Élodie. Manon les attendait sur le perron, habillée chaudement, les joues rosées par le froid. Lorsqu'elle vit sa mère arriver au bras de Bastien, elle courut vers eux en riant. Bastien se pencha pour la recevoir dans ses bras avec une aisance qui surprit même Élodie. « Tu es revenue » s'exclama Manon. « Tu n'as pas été à Paris alors ?»« Non » dit Élodie en la prenant dans ses bras. « J'ai décidé de rester là où je suis la plus utile. »« Tu vas encore aider plein de mamans ?» demanda-t-elle, les yeux pétillants. « Oui. Et tu vas m'aider, toi aussi. » Bastien les observait, silencieux. Il n'avait plus ce regard fatigué de l'homme d'affaires en fuite. Il semblait enfin à sa place. Il s'approcha, posa une main douce sur l'épaule d'Élodie et dit simplement « Ce que vous avez commencé, c'est plus grand que tout ce que j'ai pu construire en affaires, et je veux en faire partie. Pas devant, pas au-dessus, à tes côtés. » Elle hocha la tête. C'était exactement ce qu'elle espérait. Les mois qui suivirent consolidèrent la mission de Naya. De nouveaux centres ouvrirent, non dans des métropoles impersonnelles, mais dans des lieux oubliés, là où les besoins étaient les plus criants. Chaque centre portait le nom d'une femme réelle, choisie pour son courage, pour son histoire. Élodie refusa systématiquement les titres honorifiques, les récompenses ou les interviews où l'on cherchait à la transformer en héroïne. Elle répétait souvent « Je ne suis pas un exemple. Je suis juste une preuve que c'est possible. » Manon grandissait dans un monde où sa mère était respectée pour autre chose que son endurance. Elle voyait en elle non une figure sacrifiée, mais une force tranquille, une architecte de possible. Et Bastien, lui, était devenu un compagnon de route, un soutien inébranlable, mais surtout un homme qui avait retrouvé une forme d'espoir en redonnant du sens à son pouvoir. 1 an après l'ouverture du premier centre, Élodie retourna seule à l'endroit exact de leur rencontre. Le panneau en bois était toujours là, un peu vieilli mais intact. Elle s'agenouilla devant lui, ferma les yeux et murmura une phrase qu'elle n'avait encore jamais dite à voix haute. « Merci d'avoir ralenti ce jour-là. » Elle se releva, le cœur plein. Elle n'attendait plus de miracle. Elle savait désormais qu'il y avait des routes que l'on n'aurait jamais prises si la vie ne nous y avait poussés. Et parfois, ces routes improbables menaient exactement là où le cœur avait besoin d'arriver. Fin.